il y a beaucoup malheureusement de sujets avec un État qui s'est désengagé et qui a tout cassé, j'ai envie de dire. Et là, vraiment revenir et faire un zoom un petit peu sur la question des transports, puisqu'on entend... Et alors, c'est vrai que les macronistes, de plus en plus, ils reprennent nos termes. Alors maintenant, on entend, chaque fois qu'ils disent une phrase ou qu'ils font une intervention, ils nous parlent de transition écologique. Donc, bon, mais c'est bien, déjà, ils nous ont repris ce terme-là. Bon, il faudrait qu'ils prennent les idées avec. Planification écologique, ouais. Planification, transition. Mais le problème, c'est que, bon, dans les mots, ça va, mais dans les actes, ça ne va pas. Et effectivement, s'ils veulent vraiment une planification et une transition écologique, ben, le meilleur moyen, c'est déjà de mettre les moyens dans les transports, puisqu'on sait toutes et tous que les transports, ben, c'est 32% des émissions de gaz à effet de serre, et qu'ils ben, continuent à casser, là aussi, le service public des transports. On parle beaucoup du ferroviaire, mais au-delà, en plus de continuer à casser, que ce soit les transports de voyageurs et le transport de marchandises, ils continuent en plus, en même temps, comme ils font souvent, ils continuent avec leurs vieux projets routiers et autoroutiers. On entend beaucoup en ce moment parler de la 69 entre Toulouse et Castres. Et donc là, ben voilà, c'est la politique du en même temps, quoi. C'est vraiment, ils cassent le moyen de transport le plus écologique qui existe, tu le disais Cathy. Et à côté de ça, ils nous disent, bon, ben, de toute façon, on continue la bagnole, puisque bon, de toute façon, il a dit son amour pour la bagnole. Et effectivement, bon, quand on vient dans la Creuse, mais c'est valable même dans certains quartiers des métropoles, mais c'est valable dans les ruralités en règle générale, c'est que de toute façon, la bagnole, comme il dit, ben c'est souvent le seul moyen qu'on a de toute façon pour se déplacer. Donc nous, vraiment, ce qu'on dit, c'est qu'avant de contraindre les gens à plus utiliser la bagnole, ben déjà, il faut leur proposer des alternatives. On est tous et tous conscients que la bagnole et la voiture polluent, mais quand on la prend le matin, c'est pas par plaisir. 80% des habitants du département ici utilisent la voiture pour aller travailler. C'est pas que ça leur fait plaisir de payer le carburant à 2 € le matin quand ils se lèvent. C'est pas que ça leur fait plaisir de payer leur voiture comme depuis le Covid avec une forte inflation, mais c'est juste qu'ils n'ont pas le choix. Alors on nous dit des fois, oui, mais il y a des alternatives possibles. Je vais y revenir un peu après, mais bon, quand on nous parle de bus, moi, il y a quelques mois, dans mon petit village, on a fait une mobilisation justement pour sauvegarder la seule ligne de bus qui passait dans la journée. Alors c'est vrai que des fois ça peut paraître, on se dit oui, ben, utiliser les transports en commun c'est facile. Ben, ça dépend, parce que quand c'est un bus ou quand c'est un train, comme tu le disais, s'il faut attendre 3 heures de plus celui d'après, et encore des fois c'est plus de 3 heures, c'est vraiment pas des alternatives acceptables. Donc pour revenir vraiment sur le ferroviaire, donc on voit vraiment une dégradation qui est flagrante. On en parlait ce matin, justement, tu le disais au niveau de la rencontre qu'on a eue, mais il y a de nombreuses gares qui ont fermé. Effectivement, les cartes, nous on l'a regardé en préparant mon équipe, le réseau ferré, il y a quelques années, ici dans le département, et le réseau comme il est aujourd'hui, effectivement, ça n'a plus rien à voir. Et on se dit, au lieu de développer vraiment le ferroviaire, ben on fait fortement machine arrière et c'est dramatique. On a ben de nombreuses lignes qui ont fermé. Et souvent, alors, ils nous disent, oui, mais on met les moyens. Regardez, il va y avoir une LGV entre Perpignan et Montpellier, une LGV à Bordeaux, ainsi de suite. Oui, ok, il va y avoir des LGV, mais à côté de ça, c'est des lignes de train de proximité, des lignes accessibles pour désenclaver des territoires qu'il faut. Et là, ils nous mettent des lignes, nous par exemple, dans le sud de la France, c'est une ligne en fait pour gagner 12 minutes qui va détruire vraiment l'environnement et qui est vraiment écocidaire. Et à côté de ça, c'est pour gagner 12 minutes, mais ça ne va pas désenclaver, bien au contraire. Parce que les gares, le TGV ne va plus s'arrêter, donc pour aller à la gare où il va s'arrêter, il va vous falloir prendre la voiture pour aller chercher le TGV. Donc au lieu de prendre la gare qui est à quelques kilomètres, vous allez être obligé de faire 30 ou 40 kilomètres pour aller chercher votre TGV pour monter à Paris. Donc on a vraiment une offre aussi qui est très impactée. Moi je le vois en même pas 2 ans de mandat. On a la chance, entre Montpellier et Paris, c'est très bien desservi. On a 3h20 de TGV, donc c'est plutôt très correct, on va dire. Mais je le voyais au début du mandat, c'est que quasiment toutes les heures, on avait un TGV qui faisait Montpellier-Paris.
Maintenant, les 3 premiers de la journée, les 3 derniers de la journée, c'est toujours ça. Par contre, le reste de la journée, ben, vous avez des correspondances à Lyon, notamment à Lyon, mais ça peut être ailleurs. Mais du coup, vous allez mettre 5, 6, 7 heures pour monter à Paris. Donc ils vous disent toujours, ben, oui, mais vous avez toujours votre train à 10h10. Oui, sauf qu'il ne met plus 3 heures pour monter à Paris. Il en met 5. Qu'est-ce que je fais à la gare de Lyon pendant ce temps? Donc on a vraiment cette offre qui est très marquée et qui baisse, et qui en plus qui n'est pas harmonisée. On en parlait là aussi ce matin, c'est qu'en fonction des régions, en fonction des horaires, vous allez avoir des correspondances qui ne sont vraiment pas suivies. Ce matin, les cheminots nous disaient, ben, par exemple, c'est plus nous qui gérons la correspondance quand on arrive avec le bus. Donc du coup, ben, si le train a 10 minutes de retard, ou si le bus a 10 minutes de retard, vous ratez votre train. Et avant, c'était une vraie correspondance. S'il y en avait un qui était en retard, ben, l'autre attendait. Maintenant, non, s'il est en retard, ben, vous attendez le prochain en espérant qu'il y en ait un. Et c'est pas toujours gagné. Et puis avant, le train, c'était vraiment le mode de transport fiable. On savait que ben, on allait arriver, qu'on allait avoir un train régulièrement, que les horaires étaient respectés et tout ça. Mais maintenant, alors il faut faire attention, parce que quand vous prenez le train, si c'est l'été qui fait chaud, les concaténaires sont trop chauds, donc le train ne peut plus rouler. Quand c'est l'automne, bon, ils découvrent que les feuilles, elles tombent. Mais comme ils ont enlevé le personnel qui a enlevé les feuilles, eh ben maintenant les trains ne peuvent plus rouler ou doivent rouler plus doucement quand c'est l'automne avec les feuilles ou quand il pleut. Quand c'est l'hiver, il y a de la neige. Apparemment, ils le découvrent là aussi. Mais tout ça, c'est le résultat de leur politique de casse et de personnel, puisque un cheminot sur 10 a disparu. Enfin, il a disparu. Il ne s'est pas perdu dans la campagne. Ils l'ont supprimé. Donc, ça représente quand même 16 000 emplois. Et on arrive vraiment avec moins d'accueil physique, hein, puisqu'on le voit maintenant, c'est tout sur l'application, c'est tout sur les bornes. Il faut faire attention, et on en parlait encore il y a quelques heures, mais c'est d'avoir un téléphone qui soit chargé, puisque si vous ne l'avez plus, vous risquez une contravention, parce que si vous n'avez pas le papier et tout est sur téléphone. Et ça pose vraiment un problème, sachant qu'il n'y a pas la connexion partout, que tout le monde n'a pas un téléphone dernier cri, entre guillemets, mais avec ces applications. Et donc, ça pose vraiment un problème. Et puis, on arrive avec des gares, alors, soit fantômes. Alors, nous, on a fait une gare à Montpellier. On avait une gare, ils ont mis des millions dedans. Une fois qu'elle a été rénovée, ils ont dit on va en faire une autre qui est à 10 km du centre-ville, au milieu de rien. Ben, les gens arrivent là, et puis ben, vous faites ce que vous voulez, enfin, j'allais dire, mais ce que vous pouvez, parce que vous êtes au milieu des champs, il n'y a rien. Là, ça fait, je crois qu'elle a 12 ans, la gare. Ils sont en train, ça y est, de commencer les travaux pour faire le tram, parce qu'il manquait 1 kilomètre pour arriver à la gare. Donc, ils sont en train de se dire, ah oui, il faudrait faire le tram qui va jusqu'au bout. Mais on en arrive vraiment à des gares fantômes où vous arrivez, il n'y a rien. Et puis, la souterraine, ce matin, ils nous disaient, c'est à l'inverse, c'est qu'il n'y a même plus de personnel. Enfin, là, actuellement, ils ont une personne, un contractuel, qui est là actuellement. Mais du coup, ça dépend si la personne travaille entre 8h et 17h, admettons. Donc ça veut dire que si vous arrivez à 23h, il n'y a personne. Si vous êtes une personne à mobilité réduite, il n'y a personne pour vous aider. C'est un problème dans 10% des gares qui n'ont pas d'accès au PMR encore aujourd'hui. Et là, quand il n'y a plus de personnel, qui est là pour vous aider quand vous arrivez à 20h ou à 23h? Il n'y a personne. Et donc on se retrouve vraiment avec un service un petit peu minimum, où au fur et à mesure on réduit les horaires. Il nous parlait même d'une gare, j'ai plus le nom en tête de quelle gare, mais où ils sont ouverts que 3 heures le samedi matin. Saint-Sébastien, voilà. À Saint-Sébastien, 3 heures le samedi matin. Le reste du temps, vous arrivez, vous partez à la gare comme vous pouvez. Mais en fait, on en arrive un petit peu au système. Tu parlais tout à l'heure de la Poste. Moi, souvent, c'est l'exemple que je prends. La Poste, souvent, dans les villages, chez nous, ils disent on ne la ferme pas, mais on l'ouvre de 14h à 17h. Et puis au bout d'un an, ils disent ah ben ouais, mais il n'y a plus personne, il n'y a personne qui vient. Oui, de 14h à 17h, les gens travaillent, donc ils ne viennent pas à la Poste. Donc ils disent bon, du coup, on va la fermer, parce que ça ne sert à rien. Et là, on en arrive un petit peu à ça. Et d'ailleurs, c'était le ressenti des cheminots, c'est qu'ils savent très bien que c'est une question de temps et que assez rapidement, il va y avoir un problème au niveau du personnel. Enfin, il y aura plus de personnel, et ça sera à chacun, malheureusement, de se débrouiller. Mais tout ça, c'est vraiment, c'est ce qu'on disait, c'est le résultat de leur politique de faire des économies partout, de gérer les transports plus en raisonnant service public, mais en rentabilité.
tous les axes qui vont être rentables, ben, c'est le privé qui va les récupérer. Nous, on va garder ce qui n'est pas rentable, et puis un jour, on va dire, ben, de toute façon, c'est pas rentable, on ferme, et on en est là. On gère les services publics de transport, mais les services publics en général, comme on gère une multinationale, on veut faire du profit. D'ailleurs, ils nous parlent à chaque fois, c'est profit, rentabilité. Enfin, quand on les écoute, c'est vraiment, enfin, ils parlent comme s'ils avaient une grosse entreprise qui doit vraiment faire du chiffre, alors que si on veut vraiment que les gens prennent les transports en commun, le train et autres, ben, ça passe par du service public. Oui, il y aura des endroits, ça ne sera pas rentable, entre guillemets, mais ça permettra que les personnes n'utilisent pas le véhicule, donc ça sera rentable, si je reprends leur thème, pour la planète en tout cas. Je pourrais évoquer, mais bon, ici vous avez deux sujets avec Railcoop et la ligne Pod, j'y reviens pas, peut-être on y reviendra un petit peu dans les échanges, et Cathy, tu pourras vraiment préciser par rapport à ça, mais tout ça pour le ferroviaire, qui, au lieu de dire c'est là où on devrait vraiment s'améliorer et mettre les moyens pour vraiment améliorer ça, ben, par rapport au réseau, par rapport à l'offre, par rapport au personnel, vraiment c'est réduit fortement de partout. Et c'est valable pour les trains de marchandises, où ben là encore il y a quelques jours, mardi si je ne me trompe pas, au Parlement européen, ils ont voté une loi pour autoriser les méga camions à être sur nos routes. Donc apparemment les camions de 44 tonnes ne leur suffisaient pas, maintenant ils vont pouvoir faire jusqu'à 60 tonnes. Donc on va continuer à mettre des camions de plus en plus gros, de plus en plus polluants et de plus en plus dangereux du coup sur les routes, au lieu de dire bon ben les moyens on les met sur le train, plutôt que de donner encore un peu plus aux entreprises de transport privées là aussi. Alors eux, ils voient que par l'ouverture à la concurrence, depuis 2006, l'ouverture à la concurrence devait tout régler. Bon, ben là, on l'a vu, on a eu dernièrement une commission d'enquête sur la libéralisation du fret ferroviaire. On voit très bien que ça n'a rien réglé du tout, bien au contraire, que ça continue à se dégrader fortement. Et que, comme je le disais, ben c'est toujours mettre plus de camions, tout ce qui est rentable vraiment au privé. Mais ben on en arrive à ce résultat. Actuellement, c'est 10% environ du fret qui passe sur les rails, alors que c'était 20% dans les années 90. Alors, ils nous parlent de leur objectif. Là, ils nous ont parlé pendant la commission, ou le ministre des Transports, de dire on va passer à 18%. Au moins, on se rapproche des années 90. Oui, 18%, vous voulez passer, c'est bien beau de le dire, mais avec quels moyens, là aussi? Si vous voulez faire plus avec moins, ça ne marche pas. Mais eux, c'est ça, tout le temps. C'est beaucoup d'annonces, de communication. On va faire plus, on va faire ci, on va faire ça. Oui, mais avec quoi? Avec des économies qui se comptent en milliards d'euros, vous n'y arriverez pas. Et ce n'est pas en ouvrant à la concurrence, comme on le fait depuis 2006, qu'on va y arriver. Bien au contraire d'ailleurs, puisque là où ça fonctionne, dans les pays européens, puisqu'ils aiment bien prendre les exemples, bizarrement, là, ils ne les prennent pas. Là où ça fonctionne, c'est là où le public vraiment met les moyens, et c'est là où ça fonctionne. Donc bon, nous, cette commission d'enquête, bon, c'était une commission d'enquête à la base proposée par le groupe communiste, puis il y avait un président de Renaissance, et c'était de dire, ben, nous on est arrivés aux conclusions, en tout cas, nous, quand je dis nous, c'est vraiment les partis de gauche, c'est qu'on demande un moratoire sur la libéralisation du fret SNCF, puisqu'il a rien réglé. Et bon, effectivement, ils ne le veulent pas, mais enfin, vraiment les enjeux, comme je le disais, climatiques, mais stratégiques, les enjeux économiques sont vraiment, et d'aménagement de territoire, bien sûr, sont vraiment importants. Et donc, il est essentiel de remettre vraiment les moyens dans le fret SNCF. Donc, bon, je le disais, tout ça, ça favorise le routier. Et nous, on ne peut pas l'accepter. Et on est vraiment pour mettre les moyens et pour avoir un service public sur ça. Le tout routier, donc je le disais pour pas être trop long, mais alors on nous dit souvent, oui, mais regardez, à Paris, les gens, ils n'utilisent pas la voiture, ils utilisent les transports en commun. Oui, ben, ils utilisent. Alors déjà, utiliser la voiture à Paris, il faut aimer l'aventure, hein, premièrement. Et deuxièmement, c'est que ben, c'est facile d'utiliser le métro ou les transports en commun à Paris quand vous savez que toutes les 3 minutes ou les 5 minutes, vous allez avoir un métro qui va passer. Ici, si vous devez traverser le département en bus,
Alors déjà, il vous faut partir aujourd'hui pour dimanche, si vous avez un repas, j'imagine. Mais c'est surtout que la veille, il vous faut étudier l'itinéraire, puisque vous allez faire d'un point A à un point B, puis d'un point B à un point C. Enfin, ça devient le parcours du combattant quand on veut se déplacer, si on peut se déplacer en bus. Alors ils nous disent, oui, mais bon, c'est à Paris, effectivement, c'est faisable les transports. Ben, manque de peau pour eux, là aussi, ils aiment prendre des exemples. Ben, regardez la Suisse. La Suisse, ils ont un train qui passe toutes les heures, de 6 heures à 23 heures, et ça marche dans la ruralité, ça marche dans tout le pays. Donc, puisqu'ils veulent s'inspirer d'autres modèles, ben, qu'ils aillent regarder là où ça fonctionne, parce que ça fonctionne vraiment autrement qu'ici. Après, on est du coup sur la route dans une période où vraiment, je le disais, l'inflation est forte et ce n'est pas un plaisir d'utiliser la voiture. Bien au contraire, d'ailleurs, ça pénalise tout le monde. Et on a déjà aujourd'hui en France 13,3 millions de personnes qui sont en précarité mobilité. Donc ce n'est pas en faisant des ZFE comme ils font des zones à faible émission ou en contraignant les gens que de toute façon, ouais, vous n'en avez pas ici, vous n'êtes pas embêté avec ça, c'est déjà un bon point. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va régler ça. Bien au contraire, d'ailleurs, on va continuer à accentuer les inégalités sur les transports. Donc, bon, l'écologie, effectivement, oui, c'est important, et utiliser le moins possible la voiture, c'est important. Mais nous, ce qu'on prône, c'est pour une écologie populaire et pas une écologie de contrainte où on dit vous n'allez plus utiliser la voiture parce que c'est pas bien, ça pollue. Oui, mais à côté de ça, si on laisse et si en plus on entraîne plus de camions et ainsi de suite, ben on ne réglera jamais le problème. Mais le problème, c'est leur politique, c'est de faire culpabiliser les gens sur certains aspects, mais de continuer à faire bien plus grand et bien plus grave à côté de ça. Donc, bon, je le disais, utiliser le transport en commun, oui, mais là aussi, pour ça il en faut. Et ben là aussi, malheureusement, en plus, comme pour les trains, avec les routes, ils sont en train petit à petit de faire comme ils font avec les trains, comme ils ont fait avec les TER, c'est de garder des portions pas rentables, comme ils disent, et de nous donner le rentable au privé. Tu disais tout à l'heure, tu as cité Vinci, mais chaque fois, c'est ça aussi, c'est ces groupes-là qui font des chiffres vraiment indécents chaque année, mais qui continuent à avoir en tout cas de plus en plus de portions. Et là, il y a 15 jours de ça, à l'Assemblée nationale, on a voté, alors pas nous, mais ils ont proposé et ils ont voté la possibilité de donner des routes nationales à la compétence des régions. Alors, et des autoroutes non concédées, oui. Voilà. Ouais. Et donc là aussi, on sait très bien comment ça va se finir. C'est que de toute façon, l'État se désengage. Allez-y, débrouillez-vous avec ça. Mais par contre, vous n'avez pas plus de moyens. Donc à la fin, les régions, qu'est-ce qui va se passer? Elles ne pourront pas payer. Donc elles vont le donner au privé. Le privé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre des péages et ainsi de suite. Qu'est-ce qui va passer à la caisse? C'est toujours les mêmes et c'est toujours sur les mêmes sur lesquels on va taper. Donc voilà, ça montre vraiment ce désengagement et du coup qui creuse les inégalités. Ça veut dire, du coup, parce qu'on est dans la Creuse ou parce qu'on est dans une petite commune, vous nous oubliez, on est des citoyens, entre guillemets, de seconde zone et on est condamné à payer la voiture, mais en plus, vous allez nous taper dessus, nous montrer du doigt parce qu'on utilise la voiture, mais à un moment donné, donnez-nous une alternative possible pour plus qu'on l'utilise. Et ça, vraiment, on s'aperçoit que non. Alors, je le disais tout à l'heure, souvent dans les alternatives, là aussi, nous, ce qu'on met en avant, et notamment avec cette PPL sur les ZFE, mais en règle générale, c'est que quand il y a une ligne de bus, comme je le disais tout à l'heure, qui passe une fois le matin, une fois le soir, et qu'on nous dit vous avez une alternative, vous avez un bus. Oui, j'ai un bus, oui, mais c'est un problème, justement, ce n'est pas une alternative acceptable, puisque pour qu'elle soit acceptable, il faut qu'il y ait vraiment une régularité de l'offre. Et au-delà d'ailleurs du prix des transports, parce que souvent on parle de la gratuité des transports, déjà, on le voit quand on discute avec les gens, c'est qu'avant d'arriver à la gratuité, ce qu'ils voudraient, c'est avoir des transports. Parce que souvent, nous, alors en Occitanie, la région est championne. Hein. Du matin au soir, on entend parler de gratuité des transports et tout ça. Et le RER à 1 euro. Oui, ok, mais ils peuvent être gratuits tout le temps, tous les jours. Il n'y en a pas. Donc, en même temps, oui, c'est sûr qu'il est gratuit. Mais l'offre n'existe pas. Donc, déjà, avant d'arriver à cette finalité de transport
gratuit, qui est une bonne chose, mais déjà remettons des moyens pour avoir vraiment des transports. Pareil, après, des alternatives, il en existe plein, hein, tout ce qui est gare multimodale, justement, pour bien gérer ces fameuses correspondances. En plus, on se retrouve avec des problèmes, on l'a vu ici, quand vous avez 3 régions vraiment limitrophes, entre guillemets, donc il faut arriver que tout le monde se coordonne, et on voit que malheureusement, c'est pas facile, ouais, notamment sur les TER. Mais juste pour pas être très long, mais si vraiment on veut y arriver, alors c'est bien beau de se dire bon, mais les collectivités c'est bien parce qu'elles vont avoir un maillage plus fin pour savoir vraiment les besoins ici. Oui, d'accord, c'est sûr. Mais ça va avec les moyens. Et le problème, c'est que si on dit aux maires débrouillez-vous, si on dit au département, aux régions débrouillez-vous, mais qu'on ne donne pas de moyens, à un moment donné, ça peut pas fonctionner. Et là, malheureusement, on se rend compte sur les transports, mais comme sur l'ensemble des services publics et en général, c'est qu'ils utilisent vraiment la politique de se désengager. Bon, mais ok, vous n'êtes pas content, mais allez-y, débrouillez-vous. Mais débrouillez-vous vraiment, quoi. Faites-le et faites ce que vous voulez. Et ça ne peut pas fonctionner. Si vraiment au niveau national, il n'y a pas une réelle volonté et de réels moyens financiers qui soient mis en face. Tu parlais même des économies dans les transports, mais Madame Borne était venue nous dire et nous annoncer 100 milliards pour le transport et tout ça. Oui, ok, c'est des annonces, mais où c'est qu'on les met? Comment on les met? Si on met des milliards dans le train, mais qu'on les met tous dans les lignes LGV, ça ne conviendra pas. Donc c'est bien beau d'annoncer des millions et d'avoir des slogans, mais derrière, c'est comment concrètement on fait pour connecter les bassins de vie, les territoires, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est aussi comment on raisonne l'aménagement du territoire. Puisque là, malheureusement, les services publics, ce qui se passe, c'est qu'ils disparaissent dans les communes les plus petites, on va dire. Sauf que, du coup, les seuls endroits où ils restent, c'est dans les plus grosses communes ou agglomérations. Mais comment on y va? Et encore, d'ailleurs, est-ce qu'ils y sont vraiment? Mais c'est comment on les connecte aussi pour désenclaver les territoires. Et ça, on en est vraiment très, 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 très loin. Donc, bon, juste pour... nous, c'est vraiment tout ce qu'on porte, c'est des alternatives avant tout, des transports écologiques, mais c'est surtout un service public acceptable et accessible à toutes et tous. Et là, on arrive, comme un petit peu partout, c'est que c'est accessible à une poignée et c'est vraiment très très loin pour d'autres, voire inaccessible totalement. Et on doit arriver à refaire ce maillage pour retrouver un vrai service public de toute façon. Et effectivement, il y a du chemin à faire parce qu'ils ont cassé et continuent à le casser. Et malheureusement, ce matin, dans toutes les discussions, c'était à peu près la même conclusion, c'est de se dire, on fait focus sur les transports, on fait focus sur l'éducation, sur ci, sur ça. Malheureusement, ils ont complètement tout cassé. Alors, eux qui disent, celui qui casse, il répare, ils ont tout cassé. Donc, qui commencent dès maintenant à arrêter leur slogan et vraiment à réparer le service public, mais à réparer tout ce qu'ils ont cassé depuis qu'ils sont là, parce qu'en 7 ans, ils ont vraiment fait de sacrés dégâts. Et donc nous, notre travail, mais c'est nous, et quand je dis nous, c'est pas que nous élus ou pas que nous députés, c'est vraiment tout le monde ensemble, que ce soit les collectifs, les syndicats, les associations, tout ce qui a été dit auparavant, c'est de porter aussi cette voix de nos villages, de nos services publics, puisque c'est aussi ça, l'attractivité, comme ils disent, de notre territoire.